Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à cette formation sur l'intelligence artificielle 100% en ligne, 2 jours pour tout comprendre. Alors, durant 2 jours, nous allons explorer ensemble les bases fondamentales de l'IA en parlant d'IA générative, ChatGPT pour un débutant, personnalisation de ChatGPT, technique de rédaction de prompts et bien d'autres astuces. Avant, je me présente, je suis Dakisara Sayuba, conseiller en statistique et analyse du développement, également formateur en intelligence artificielle, informatique bureautique, logiciel statistique, accompagnement pour rédaction de mémoire et rapport de fin d'études et bien d'autres domaines. Pour ce qui est de cette formation, nous visons les objectifs suivants: comprendre l'IA, ses différents types, historique, définition. On va voir tout ça. Également, on va apprendre à savoir comment fonctionnent les IA génératives spécifiquement et savoir utiliser ChatGPT de façon efficace. Voilà. Donc, pour ce qui est de ces 2 jours, nous allons suivre le programme suivant. D'abord, on va voir des généralités sur l'intelligence artificielle. On va voir les IA génératives, ChatGPT pour un débutant, personnalisation et paramétrage avancé de ChatGPT. Également, nous allons voir les techniques de rédaction de prompts et des cas pratiques sur ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, c'est spécifié en termes de jours. Le premier jour aujourd'hui, c'est vraiment chargé, mais nous allons faire le tout possible pour aller très vite et de façon efficace parce que nous avons allégé donc le processus, nous avons allégé les choses de sorte à ce que même si vous n'avez pas de BABA en IA, vous allez pouvoir nous suivre. Nous sommes en train d'aller à l'essentiel de façon pratique en allégeant les aspects théoriques et les aspects techniques. Alors aujourd'hui 3 avril 2025, comme je l'ai dit, en fonction du plan, nous allons voir les généralités sur l'intelligence artificielle. Donc nous disons en termes de définition de l'intelligence artificielle et définition aussi des termes liés à l'intelligence artificielle que vous devez connaître si vous voulez en tout cas bien suivre la formation. Il y a aussi l'historique de l'intelligence artificielle, domaine d'application des intelligences artificielles, le type d'intelligence artificielle, avantages et limites bien sûr de l'intelligence artificielle. Donc, en termes de définition de l'intelligence artificielle, il faut dire que l'IA est une branche de l'informatique qui permet aux machines, à travers des logiciels et des algorithmes, de simuler donc l'intelligence artificielle. Pour cela, il faut savoir qu'elle repose sur des modèles d'apprentissage capables d'analyser des données, de prendre des décisions et d'apprendre de l'expérience. Donc, grâce à cela, les systèmes d'IA peuvent exécuter des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. On dit qu'on permet aux machines, entre guillemets, de penser comme l'homme. Donc, les termes qu'il faut connaître quand on parle de l'intelligence artificielle, le premier des termes qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle prompt. Et vous allez beaucoup l'utiliser, nous allons beaucoup l'utiliser lors de notre formation. Et le prompt, c'est tout simplement une commande, une requête ou une question qu'on donne à une intelligence artificielle pour lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse. C'est vraiment une définition terre à terre pour que nous puissions tous comprendre. Voilà. Donc, si je dis par exemple, quelle est la capitale du Burkina Faso, si j'écris cela sur ChatGPT, on appelle ça un prompt, c'est un exemple de prompt. Et dans ça, il y a un terme qui est né, on appelle prompt engineering, qui est là de concevoir et formuler les requêtes précises pour obtenir des résultats pertinents. C'est ce que nous allons voir demain. Les techniques avancées de rédaction, de formulation donc des prompts. Il y a ce qu'on appelle hallucination, qui est la génération d'informations incorrectes ou inventées par une IA. Il faut savoir que l'IA n'a pas été entraînée pour donner des réponses vraies ou justes. Non. Donc, elle est entraînée pour donner des réponses cohérentes. Donc, elle peut te générer une réponse qui est cohérente, qui semble juste, mais qui n'est pas vraie, qui est faux. Donc, il faut faire attention, surtout pour ceux qui vont l'utiliser pour des études scientifiques et autres. À ce moment, on dit que l'IA fait des hallucinations.
Chatbot, c'est un programme informatique alimenté par l'IA qui simule une conversation avec les utilisateurs humains. Par exemple, ChatGPT, c'est un chatbot, tout simplement. Si nous prenons l'exemple de services clients automatisés de certaines entreprises, par exemple, il y a des téléphonies mobiles. Quand vous appelez, il y a un service automatique qui vous répond, qui vous oriente. Si vous voulez taper ça, si vous voulez taper tel numéro, ça c'est un chatbot. Voilà, c'est-à-dire que c'est une machine qui permet de tenir une conversation comme un humain. Voilà, donc c'est un chatbot. PNL, c'est en anglais, en français, c'est le traitement de langage courant. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça, voilà. Donc, cela permet tout simplement aux machines là, de comprendre le langage humain. C'est une branche de l'intelligence artificielle. Alors, en termes d'historique de l'IA, il faut savoir que l'intelligence artificielle n'est pas une technologie récente, contrairement à ce que vous pouvez penser. C'est depuis 1950 que le mathématicien britannique Alan Turing, dans son article Computing Machinery and Intelligence, a posé cette question. Les machines peuvent-elles penser? Il a introduit alors le test de Turing, qui porte son nom évidemment, et ce test vise à évaluer la capacité d'une machine à imiter l'intelligence artificielle. Donc c'est depuis ce temps-là que les chercheurs ont commencé à faire penser les machines comme des hommes, entre guillemets. Vous voyez, maintenant, en 1956, il y a eu la naissance officielle du terme l'intelligence artificielle lors d'une conférence organisée à Dartmouth aux États-Unis. C'est très important de connaître cette évolution parce que nous allons arriver à la phase pratique, mais si derrière vous savez comment ça s'est fait pour arriver à ce niveau, c'est très important je trouve. Donc dans les années 80-90, il y a eu le développement des systèmes experts et du machine learning, deep learning, voilà, etc. Et de 2010 à aujourd'hui, vraiment, c'est l'explosion donc de deep learning et de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, Midjourney, etc., etc. Et cela donc a donné naissance à toutes ces intelligences artificielles que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un exemple très marquant que je voulais préciser ici. En 1997, ça marquait vraiment le tournant de l'intelligence artificielle. En 1997, l'IA Deep Blue, c'est un ordinateur développé par IBM qui a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Cela a marqué un tournant dans la perception des capacités de l'IA. C'est pour dire quoi? C'est en 1997 qu'on a fabriqué un ordinateur super intelligent qui a pu battre le champion du monde d'échecs. Donc, à partir de ce moment-là, les uns et les autres ont commencé vraiment à s'intéresser à la chose et se dire que waouh! Maintenant, on peut vraiment croire à la chose. Avançons. Alors, nous disons que les IA peuvent être utilisées dans plusieurs secteurs. Là, maintenant, nous sommes dans le domaine d'application des IA, dans le domaine de la santé, aide au diagnostic, prédiction des maladies. Dans le domaine des finances, ça permet de détecter des fraudes, d'analyser les marchés financiers, de prendre des décisions. Ça permet au niveau du commerce, voilà, de créer des chatbots, comme je l'ai défini, recommander des produits. Quand vous entrez par exemple sur Facebook là, ce que vous allez voir comme publicité, c'est en fonction de votre historique que Facebook va vous recommander ces produits là. Si vous avez eu à regarder des produits, un type de produit, quand vous allez rentrer sur Facebook, il va se mettre à vous proposer ce type de produit. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc tout ça c'est des IA en fait. Agriculture, ça permet de prédire des récoltes. Voilà, surveillance des cultures, ça permet de créer des drones intelligents capables donc d'arroger, par exemple, les récoltes, tout ça. C'est très important. Dans le domaine des transports, ça permet de créer des voitures intelligentes, entre guillemets, autonomes, capables d'aller voilà, faire le marché et revenir sans chauffeur. Tout ça, ça permet d'optimiser les trajets. Par exemple, Google Maps que vous prenez, vous mettez un lieu et ça vous donne le chemin le plus court là. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle qui sont derrière, qui permet de faire ces calculs là. Mais nous n'allons pas rentrer dans le fait de savoir comment on les fait, comment on les génère, non, comment on les fabrique. Nous allons voir comment les utiliser et bien. Maintenant, il faut avoir une idée, comme ce que j'ai dit, de ce qui est derrière comme théorie. Donc, un exemple concret, les agriculteurs utilisent des drones dotés d'IA pour analyser l'état des cultures et optimiser l'irrigation. Vous voyez ça?
Donc, les types d'IA que nous pouvons citer, généralement, hein, on distingue 3 grandes catégories d'intelligence artificielle. Il y a l'IA faible ou étroite, voilà. Elle est conçue pour accomplir une ou plusieurs tâches spécifiques seulement, voilà. Et il faut retenir que les IA génératives que nous allons voir là sont dans cette catégorie. Elles sont conçues juste pour exécuter une tâche définie et pas autre chose. Vous voyez? Donc, par exemple, s'il y a certains smartphones qui peuvent reconnaître votre visage, reconnaissance faciale par exemple, ou bien Google Traduction. Ça, tout ça, même ChatGPT, ça fait partie des IA faibles. Donc, si nous prenons l'IA forte ou IA générale, qui est le deuxième type d'IA, il est capable donc d'apprendre et de raisonner comme un humain. Il faut savoir que cette IA n'existe pas encore, mais les chercheurs sont en train donc de pouvoir la concevoir. La troisième catégorie, c'est l'IA super intelligente qui dépasserait l'intelligence humaine dans tous les domaines. Ça, c'est une notion vraiment théorique, on peut dire entre guillemets utopique pour le moment, mais bon, comme la science évolue, peut-être qu'un jour nous allons tendre vers cela et arriver à la concevoir. Il faut savoir que l'IA n'a pas que des avantages, hein. Elle a des avantages certes, mais elle a aussi des limites. Donc nous allons aborder cette partie-là. Ici, comme avantage, nous pouvons dire que l'IA accélère le travail et la productivité. Elle permet de gagner en temps, analyser les données rapides, de grandes quantités de données, ça c'est vrai, précision et réduction des erreurs humaines, oui. Accessibilité, assistance aux personnes. Il y a des IA qui permettent par exemple d'assister les malvoyants, pour leur permettre, les malvoyants par exemple, voilà, il y a des IA qui peuvent permettre de lire par exemple les messages qui s'affichent sur les portables. Donc ça permet par exemple à des malvoyants d'être sur Facebook, de pouvoir comprendre des messages que vous leur envoyez. Tout ça, c'est des applications qu'on installe. Amélioration de la prise de décision, ça peut faire ça également. Innovation dans de nombreux secteurs, ça c'est une réalité. Développement de technologies intelligentes, sécurité et détection des fraudes. Maintenant, si nous prenons les limites, il y en a beaucoup. Ici, nous citons tout simplement les principales. Donc, ça peut produire des informations erronées ou biaisées, comme ce que je vous ai dit, des hallucinations. Risque d'usage abusif, voilà, ça aussi c'est un risque. Bon, ça reste un risque, donc il faut savoir vraiment l'utiliser. Il ne doit pas vous remplacer, mais vous devez toujours le commander. C'est comme ça. Ce n'est pas lui qui doit vous commander, mais c'est vous qui devez savoir comment l'utiliser. Dépendance aux bases de données existantes. Voilà, et un manque de compréhension réelle du problème, puisque ce n'est pas un homme, hein, il ne raisonne pas comme un humain. Donc, problème éthique et réglementaire, il y a ça aussi, il y a le coût énergétique élevé pour entretenir les infrastructures de l'intelligence artificielle. Et certains disent que ça pollue aussi l'environnement, il y a des conséquences assez néfastes sur l'environnement. Donc, il y a la difficulté à gérer la sensibilité culturelle. L'IA n'est pas forcément conçue pour prendre en compte toutes les sensibilités culturelles, donc ça peut avoir des difficultés à ce niveau. Il y a aussi un impact, quoi qu'on dise, sur l'emploi, sur certains emplois, par exemple l'automatisation des tâches, les standards téléphoniques dans les entreprises. Là, bon, ça va tendre à finir. On va mettre des IA qui vont répondre des gens lorsque vous appelez. Bon. Donc ça peut avoir un impact. Mais nous disons que ça peut aussi créer des emplois parce que vous allez voir des ingénieurs en intelligence artificielle, des formateurs en intelligence artificielle, des chargés d'intelligence artificielle dans certaines entreprises, tout ça. Ça aussi, ça va créer d'autres emplois. Comme on le dit, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, si nous prenons les IA génératives, les domaines d'application, il faut dire que les IA génératives peuvent être appliquées, utilisées dans plusieurs domaines comme toutes les formes d'IA que nous avons vues. Donc, il n'y a pas assez de précision à apporter ici. On va juste donner un exemple d'IA générative et leur contenu. Voilà. Les IA génératives, ce sont les IA qui génèrent du contenu. Ça peut être du texte, ça peut être une vidéo, ça peut être un son, ça peut être toute autre chose. Ça génère donc du contenu. Voilà. Donc, ça, c'est des IA génératives. Et nous allons donc voir une IA avec ce qu'elle génère comme contenu. Si nous prenons ChatGPT, elle génère du texte. Et nous pouvons l'utiliser pour rédiger des articles, faire des réponses automatiques. Il y a DALL-E qui génère des images. Nous pouvons l'utiliser pour créer des illustrations, concepts d'art, des logos, etc. Midjourney qui génère des images. Jukebox qui génère des musiques. Deep Dream qui génère des images psychédéliques.
voilà, Synthesia, etc. Donc, c'est un exemple de truc de IA avec ce que chacun génère. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et nous pouvons peut-être le voir prochainement, chaque IA et de façon détaillée. Mais dans cette formation-là, c'est pas évident vu le temps. Maintenant, si nous abordons ChatGPT proprement dit, nous pouvons dire que ChatGPT, c'est tout simplement une intelligence artificielle générative développée par OpenAI, qui est la société qui a lancé donc ChatGPT. Il a été lancé le 30 novembre 2022 et compte aujourd'hui des milliers, des millions de personnes et d'utilisateurs chaque jour. Voilà, donc il y a des versions gratuites, des versions payantes, etc. Donc on peut l'utiliser pour tout simplement faire beaucoup de choses, écrire une lettre, analyser des données, corriger des fautes d'un texte, résumer un texte. Dans le cas pratique, nous allons revenir là-dessus et faire des cas pratiques pour que nous puissions voir de façon concrète. Mais déjà, ChatGPT, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si nous prenons la partie chat, ça fait référence à une conversation interactive. Voilà, chatbot, conversation interactive. Donc, GPT, c'est Generative Pre-trained Transformer. Bon, c'est en anglais, hein. Voilà, ceux qui ne sont pas très forts en anglais, c'est tout simplement, c'est des lettres initiales de Generative Pre-trained Transformer. Voilà, GPT. Voilà, générative comme capacité à générer du contenu, pre-trained comme entraîner à l'avance sur un grand corpus de données et transformer comme type d'algorithme utilisé pour traiter le langage naturel. Voilà. Maintenant, comment s'inscrire sur le ChatGPT de façon théorique? Il faut savoir qu'il faut utiliser ce qu'on appelle un email pour créer un compte sur ChatGPT. Pour cela, vous ouvrez juste un navigateur web et vous mettez ChatGPT ou bien vous mettez chatgpt.com ou bien vous mettez openai.com et vous allez sur le site pour vous inscrire. Je pense que je vais faire une vidéo de façon pratique pour expliquer cela. Présentation de l'interface de ChatGPT aussi, je vais expliquer ça de façon pratique. Maintenant, nous allons voir pourquoi personnaliser ChatGPT, parce que c'est un point important. Voilà, pour utiliser ChatGPT, il faut personnaliser, il faut paramétrer. C'est comme si vous payez un nouveau portable. Il faut paramétrer, mettre un thème qui vous plaît, mettre une sonnerie d'appel qui vous plaît, la luminosité, etc. Vous voyez? Donc, c'est cela, quoi. Donc, pour utiliser ChatGPT aussi, il faut commencer à le paramétrer, à le personnaliser pour qu'il vous ressemble, pour qu'il vous réponde comme vous voulez. Vous voyez? Parce que ChatGPT a sa façon de répondre, d'écrire. Maintenant, vous aussi, vous avez votre façon de faire. Pourquoi personnaliser? C'est pour que ChatGPT vous donne des réponses pertinentes. Nous allons voir tout ça de façon pratique. Donc, adapter ChatGPT selon son activité, ça c'est la part de paramétrage. Ainsi donc, nous sommes à la fin de cette formation théorique, la partie théorique de cette formation, et nous allons ouvrir ChatGPT pour voir comment s'inscrire sur ChatGPT et la personnalisation et paramétrage donc de ChatGPT. Merci pour votre écoute et à bientôt.